Julien Audoul du Rassemblement National et Manon Aubry du nouveau parti, du nouveau Front Populaire nous rejoignent dans un instant. Ils vont débattre ensemble des questions de pouvoir d'achat, de fiscalité. Écoutez maintenant Clément Beaune, lui, se présente pour Renaissance, majorité sortante. Il était notre invité il y a quelques instants. L'idée, c'est d'avoir évidemment une forme de front anti-extrême pour que ce soit des circonscriptions où il y a un danger d'élection, notamment du Rassemblement National, mais aussi des extrêmes en général. Ce que je sais, ce que je sens, c'est qu'il n'y aura sans doute pas une majorité évidente. Ouais. Et qu'il faut éviter une majorité du Rassemblement National dans les urnes d'abord. Mais ensuite, il faudra construire une majorité alternative. Est-ce que vous avez une garantie du côté de LR? Vous, j'imagine bien que vous souhaitez ouvrir cette bien sûr, y compris à des gens de gauche qui refusent cette logique. Moi, je viens de la gauche. Qui refusent cette logique du Front Populaire, parce qu'il y a beaucoup de gens, Jérôme Guedj en est un exemple, Bernard Cazeneuve est une voix aussi dans ce sens, mais beaucoup d'électeurs se disent, moi je suis socialiste, écologiste, mais je refuse d'être avec Philippe Poutou, qui n'a pas condamné les attentats du 7 octobre, ou avec la France insoumise, qui est plus qu'ambiguë sur les questions républicaines, sur les questions budgétaires, ou sur les questions d'antisémitisme. Il y a aussi des gens... Bonjour Manon Aubry, soyez la bienvenue sur ce plateau. Vous représentez ce matin le nouveau Front Populaire et son programme. Bonjour Julien Audoul, bonjour. Bienvenue. Vous représentez le Rassemblement National. Dans cette émission, jusqu'aux élections, nous allons chaque jour prendre un thème, le décortiquer, permettre aux Français de se prononcer en conscience au cours de ces législatives. Ce matin, c'est donc le pouvoir d'achat, la fiscalité. Juste avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, un mot de réaction, parce que vous entendez Clément Beaune qui vous renvoie dos à dos sur vos liens ou vos ambitions. Et Kylian Mbappé, c'est pas n'importe qui, c'est le capitaine de l'équipe de France de foot, c'est une des personnalités préférées des Français. Il appelle à se mobiliser contre les extrêmes. Il vous vise l'un et l'autre. Comment vous réagissez ? Je ne me sens pas visée, moi je suis de gauche. D'ailleurs, c'est même le Conseil d'État qui a défini qu'on était de gauche et non d'extrême gauche. Ce que je retiens de Kylian Mbappé, c'est d'abord un appel à la mobilisation, un appel à la jeunesse, qui je crois pourra faire la différence dans cette élection. Pour le reste, sur le fond, et ce débat le prouvera, nous n'avons rien à voir avec l'extrême droite qui, je crois, non seulement combat les droits des femmes, qui défend un projet de préférence nationale et qui est raciste et xénophobe, et sur les questions économiques et sociales, n'a rien à envier au libéralisme économique d'Emmanuel Macron, mais on aura l'occasion d'y revenir. Comment vous réagissez à cette prise de position de Kylian Mbappé ? Kylian Mbappé est un immense joueur. Il porte les espoirs de millions de Français, notamment des jeunes, et j'espère qu'il va marquer un maximum de buts à l'Euro et dès ce soir face à l'Autriche, et je lui souhaite bonne chance. Je partage effectivement son aversion pour l'extrémisme, pour les idées qui divisent, notamment l'apologie du terrorisme, l'antisémitisme, qui sont portés par la France insoumise, par M. Mélenchon. Je partage son rejet de la violence, qui est, j'irais dire, la marque de fabrique de l'extrême gauche et de ce nouveau Front Populaire. Donc je considère que le message de Kylian Mbappé, il ne s'adresse pas au Rassemblement National, qui représente la majorité des Français, dont beaucoup de jeunes qui vont le regarder et le soutenir. Bon, dans les termes, on sent que c'est tendu. En revanche, sur la forme, ça reste courtois. Faisons ça jusqu'à la fin de ce débat, si vous le voulez bien. Donc le pouvoir d'achat. C'est des gens polis. Je n'en doute pas un seul instant. 57% des gens qui ont voté aux européennes, selon IFOP Puy du Ciel, c'est leur priorité absolue. Le pouvoir d'achat. Voyons voir ce que vous proposez, vos partis, vos programmes pour ces élections législatives. Il y a quand même une dominante des deux côtés, c'est donner du pouvoir d'achat aux Français, vous l'avez répété. Alors, vous proposez une augmentation des salaires, et votre mesure choc, c'est le SMIC à 1 600 € net, c'est ça? Comment vous le faites alors? On le fait de plusieurs manières. On le fait d'abord, c'est décidé par la loi, le SMIC. Votre question derrière, j'imagine, c'est comment on le finance. Oui. On le fait avec une caisse de péréquation, ce qu'on appelle, qui permet de redistribuer les richesses et de faire contribuer notamment les plus grandes entreprises, celles qui ont davantage les moyens. On le fait aussi grâce à l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Si vous faites l'égalité de salaire, vous faites rentrer davantage de cotisations. Bref, il y a plein de manières de le financer. Aujourd'hui, c'est une question de volonté politique. Les salaires n'ont pas suivi le rythme de l'inflation. Tout le monde s'en aperçoit bien. Quand on fait nos courses, le prix des denrées alimentaires a augmenté d'une vingtaine de % en l'espace de 2 ans, mais les salaires n'ont pas suivi. Et c'est pour ça que nous proposons d'agir à 2 niveaux. D'agir d'un côté sur les salaires et d'agir de l'autre côté sur la fixation des prix des denrées alimentaires en bloquant les marges des entreprises agroalimentaires qui se sont gavées, qui sont responsables de cette augmentation des prix. Voici les 2 leviers sur lesquels on propose d'agir. Vous, sur le SMIC, vous faites quoi ?
Ils ont voté contre. Non. Alors déjà, sur le pouvoir d'achat, il faut dire que nous sommes extrêmement crédibles sur le sujet, puisque le thème central de l'élection présidentielle et de la campagne de Marine Le Pen, c'était le pouvoir d'achat. Le premier texte qu'on a voté à l'Assemblée nationale, c'est grâce au Rassemblement national, c'était sur le pouvoir d'achat. Jordan Bardella, on avait fait d'ailleurs un axe de sa campagne des européennes, quand la France insoumise ne parlait que de Gaza et du pouvoir d'achat des dirigeants du Hamas, ce qui était leur seule obsession. Nous souhaitons non pas renforcer le pouvoir d'achat, mais sauver le pouvoir de vivre. Parce qu'aujourd'hui, la situation, elle est critique. Elle est critique pour bon nombre de nos concitoyens qui n'arrivent pas. Ils ont voté contre. Encore une fois, non, tout cela est faux. Laissez-moi terminer. Oui, on a commencé sur répondez-y. On a commencé. La réponse sur le SMIC, c'est une fausse réponse. C'est une fausse réponse sociale. Il faut la question sur les salaires. Et nous souhaitons l'incitation à toutes les entreprises d'augmenter les salaires de 10%. En échange d'une baisse de cotisation sociale. Nous souhaitons aussi une mesure qui a fait ses preuves chez nos voisins étrangers, c'est la baisse de la TVA. Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, qui passerait de 5,5 à 0. Le beurre, les pâtes, le riz, tous les produits qui sont vitaux pour la consommation de nos compatriotes. Et puis baisse de la TVA sur les produits énergétiques. Faire en sorte que l'électricité, le gaz, d'ailleurs nous reviendrons, si Jordan Bardella est Premier ministre, nous reviendrons sur l'augmentation du prix du gaz de près de 12% au 1er juillet, qui est totalement injuste et scandaleuse. Donc tous les produits énergétiques, électricité, gaz, carburant qui ne cesse d'augmenter et fuel, nous souhaitons baisser la TVA de 20% à 5,5%. Concrètement, c'est 150 € à 200 € de pouvoir d'achat par mois en plus pour les ménages. Je voudrais rentrer dans le détail, mais déjà, ce que j'entends, puisque je vous écoute avec beaucoup d'attention, c'est que vous avez des propositions communes. Pardonnez-moi, mais sur les produits de première nécessité, vous venez l'une et l'autre de faire des propositions sur le blocage de ces prix. Sur pas le blocage, la baisse de la TVA, pas de blocage des prix. Le blocage des prix a monté. En tout cas, vous faites quelque chose sur les produits de première nécessité. C'est pas un blocage des prix. Laissez-moi juste terminer là-dessus. Et j'entends aussi que vous faites quelque chose sur les salaires. Alors j'ai une question très précise là-dessus. Jusqu'à quel niveau de salaire une augmentation? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois, si vos partis sont élus, il aura une augmentation de salaire comme celui qui gagne 1 800 ? D'abord, si je peux me permettre, il y a des différences fondamentales entre le projet du Rassemblement national et le nôtre. D'abord, le Rassemblement national a systématiquement voté contre l'augmentation du SMIC, du salaire minimum à 1 600 €. Que nous avons amendé pour l'améliorer. Monsieur Odoul, quand on l'a proposé à l'Assemblée nationale, ils ont systématiquement voté contre. De la même manière, quand nous avons proposé le blocage des prix des produits de première nécessité, ils ont systématiquement voté contre. Le blocage, oui. Pardon, mais en matière économique et sociale, le projet du Rassemblement national n'est rien d'autre que le projet d'Emmanuel Macron. Et vous avez en face de moi un Emmanuel Macron de rechange, que ce soit sur les questions économiques ou sur les questions sociales. Soyez crédible, Madame Aubry. Nous proposons par exemple d'abroger la réforme des retraites. Il ne nous le aussi. propose pas. Nous reviendrons à ça, pardonnez-moi, mais je vous répondais pas à ma question. Je reviens à votre question sur l'échelle des salaires. Oui. Ce que nous proposons, c'est une grande conférence sociale qui réunit les syndicats et qui réunit les représentants patronaux, justement pour revoir l'échelle des salaires et pour que l'augmentation du SMIC ne se traduise pas par un tassement en bas de l'échelon des salaires et pour que l'ensemble des salaires puissent progresser. L'ensemble des salaires ? Oui, l'ensemble des salaires doit progresser. Mais pour cela, il faut aussi assumer de défendre, notamment au sein des très grandes entreprises, ce qui n'est pas le cas des petites entreprises, mais au sein des très grandes entreprises, de réduire les écarts de salaire. Nous prenons des écarts de salaire maximum de 1 à 20 au sein des grandes entreprises. Donc les plus grands patrons, 20 fois plus que le plus petit salarié. Ce qui vous laisse largement de quoi vivre. Quand vous voyez le PDG de Stellantis, monsieur Carlos Tavares, qui gagne 1700 fois le SMIC, pensez-vous que le PDG de Stellantis, avec tous les mérites qu'il peut et doit avoir, il a 1700 fois plus de mérites qu'un ouvrier dans la chaîne de production? Alors, je ne le pense pas. Vous clarifiez les choses sur tous les salaires et vous proposez un cap x4, on entend, du plus petit au plus grand. x20. x20, pardon, excusez-moi. x20 du plus petit au plus grand. Qu'est-ce que vous proposez sur les salaires, alors, concrètement ? Quelle augmentation? Je vous l'ai dit, l'incitation pour les entreprises d'augmenter les salaires de 10% avec tous les salaires, avec en contrepartie une baisse de charges. J'aimerais répondre sur le SMIC. Parce que l'augmentation du SMIC, c'est un faux débat. Vous savez, demain, on pourra avoir le SMIC à 3 000, à 4 000, voire à 5 000 €. Si la baguette et les prix de première nécessité sont à 5 €, 10 € ou autre, ça ne change rien. Ce qui compte pour les Français, c'est pas tellement ce qu'ils vont gagner, c'est tellement ce qui va leur rester, c'est le reste à vivre. C'est les taxes, c'est les charges, c'est les impôts. Tout cela aujourd'hui est à un niveau ahurissant. Et ce qui est terrible dans notre pays, c'est que plus on paye d'impôts et moins on a de services publics. Et ça, évidemment, c'est un scandale et une injustice majeure. Et pourquoi et comment nous pouvons le faire? Avec des économies.
il y a énormément d'économies à faire que ne veut pas faire la France Insoumise. La France Insoumise, évidemment, racketter l'épargne des propriétaires, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de propriété privée avec l'abrogation notamment de la loi anti-squatter. C'est des mesures totalement scandaleuses. Nous souhaitons faire des économies drastiques sur la fraude sociale. C'est en moyenne 50 milliards d'euros à les récupérer tous les ans. Sur l'immigration également, qui nous coûte un pognon de dingue. Ça, évidemment, Madame Aubry souhaite la développer. En moyenne, c'est entre 15 milliards et 20 milliards par an. Si vous prenez juste l'accueil des faux mineurs étrangers, c'est 2 milliards d'euros par an pour les départements. L'aide médicale d'État, toute la palette de soins aux clandestins, c'est plus d'1 milliard d'euros, alors qu'un Français sur 3 n'arrive pas à se soigner dans notre pays. Donc il faut faire des économies, il faut faire des choix, il faut notamment que le logement social soit réservé à nos compatriotes, et pas seulement qu'il soit ouvert aux étrangers. Toutes ces mesures permettent de redonner du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre et de l'air pour des compatriotes qui ont été, depuis 7 ans, il faut bien le dire, martyrisés. Vous parlez des recettes, donc vous nous expliquez où vous prenez l'argent. Comment est-ce que vous financez ces mesures du côté du nouveau Front populaire ? Alors on a plusieurs sources de revenus et on assume de dire qu'il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire pas auprès des Français qui galèrent, mais auprès des plus grandes fortunes et des plus grandes entreprises multinationales. Nous proposons par exemple de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune auquel s'est opposé le Rassemblement national. Faux. Là aussi, nous l'avons proposé. Madame Aubry, vous êtes dans la fake news la plus outrancière. Mais c'est faux. Je sais que c'est difficile d'assumer vos votes, monsieur Oudou, mais oui, le Rassemblement national a voté contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, tant au niveau français qu'au niveau européen, parce que en réalité, vous faites des cadeaux à vos amis les milliardaires, à vos amis des entreprises multinationales. Mais quels amis, Madame Aubry ? De la même manière, vous avez voté contre une taxation sur les super profits des grandes entreprises multinationales. Et oui, c'est une manière de financer, là où le Rassemblement national vote systématiquement. Alors sur cette question précise, nous l'avons évoqué avec nos experts ce matin. Comment faites-vous pour que ceux qui ont le plus de capitaux ne partent pas ? A priori, à notre connaissance, mais peut-être allez-vous nous expliquer ça ce matin, il n'est pas possible de bloquer ces capitaux en France à l'heure actuelle. En tout cas, si on le souhaite, c'est contraire aux normes européennes. Vous le savez, vous êtes eurodéputé. Exactement, et on assume de dire qu'il faut créer un rapport de force vis-à-vis des normes européennes. Mais je vais vous donner un exemple assez simple. Et je m'étonne que M. Odoul ait parlé de la fraude sociale, mais à chaque fois, le Rassemblement national évite un vrai sujet qui est un manque à gagner bien plus important pour l'État français, qui est l'évasion fiscale. Les principaux paradis fiscaux dans le monde sont nos voisins européens. C'est le Luxembourg, c'est l'Irlande, ce sont les Pays-Bas notamment, et c'est Malte. Commençons par rappeler un chat un chat. Nous avons une liste française de paradis fiscaux sur laquelle ne figurent pas ces États que je viens de mentionner. Donc listons ces États comme des paradis fiscaux. Contrôlons les capitaux qui s'évadent vers ces pays-là. La moitié des profits qui sont transférés de manière artificielle de la France vers des paradis fiscaux le sont au sein même de l'Union européenne. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron a refusé de mener cette bataille dans la lutte contre l'évasion fiscale. La réalité, c'est que le Rassemblement national est de nouveau... le mouvement. Absolument pas. Je vous le dis aussi en tant que spécialiste sur la question, puisqu'avant d'être élu au Parlement européen, je travaillais pour l'ONG Oxfam dans la lutte contre l'évasion fiscale. C'est mon métier d'origine. Et si vous voulez, dans la lutte contre l'évasion fiscale, on est engagé dans une course où vous avez les fraudeurs du fisc qui courent loin devant, et puis nous, on marche à tout petits pas derrière, et on continue à faire des cadeaux fiscaux. Je laisse courtoisement Madame Aubry. Et à refuser, vous aurez remarqué, je l'ai pas coupé, de se donner les moyens de la lutte contre l'évasion fiscale. Et le Rassemblement national, de ce point de vue, est un allié objectif d'Emmanuel Macron. Monsieur Odoul, sur l'impôt sur la fortune, vous êtes comment, vous, au Rassemblement national ? Mais c'était dans les propositions de Marine Le Pen en 2019. Est-ce que ça veut dire, excusez-moi, est-ce que ça veut dire que ce sera à nouveau dans les propositions que vous allez faire aux Français pour les législatives ? Mais oui, évidemment. En fait, pardonnez-moi, mais ça vous fait encore un point commun. Mais non, mais attends, excusez-moi, il vient de nous expliquer. Si vous voulez, vous avez voté contre l'universalité des allocations familiales. Vous avez voté contre le complément de revenu pour les étudiants. Vous allez voter contre des mesures sociales extrêmement concrètes que nous avons proposées, notamment dans votre niche parlementaire, parce que c'est difficile d'assumer que vous votez contre l'ISF, monsieur Odoul. Madame Aubry, vous savez, nos électeurs sont beaucoup plus populaires que les vôtres, qui, eux, sont des communautaristes et des islamistes, qui sont biberonnés à la haine du juif. Donc, excusez-moi. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Non, je raconte pas n'importe quoi. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, stop. J'ai laissé Madame Aubry dérouler. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une règle de débat
clair, c'est que personne ne parle en même temps, sinon on ne comprend plus rien. Les gens qui vous regardent n'entendent plus rien. Donc je vous interrogeais sur l'impôt sur la fortune. Vous nous dites, Madame Le Pen l'avait dans son programme, je vous pose une question. Est-ce que vous allez le proposer aux Français? Mais nous proposons nos propositions, défendues par Marine Le Pen, défendues par Jordan Bardella. Il n'y a aucun reniement là-dessus, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour revoir l'ISF. Mais très clairement, moi je tiens à dire, parce que c'est assez choquant le discours qu'on entend de haine anti-patron, comme si les patrons étaient responsables de tous les maux vous voulez pénaliser ceux qui investissent, ceux qui entreprennent, ceux qui prennent des risques, ceux qui créent des emplois dans notre pays. Et oui, les patrons, les petits patrons, ceux qui se lèvent tous les matins, ceux qui ont une avalanche de normes qui aujourd'hui sont en train de les étrangler, oui, ce sont eux qui créent la richesse de notre pays. Donc eux, il faut les aider. Eux, il faut supprimer les normes contraignantes qui aujourd'hui pénalisent l'économie française. Une question pour vous. Que faites-vous au sujet des grandes entreprises? Madame Aubry nous dit, nous, on va aller chercher cet argent, notamment celle du CAC 40, qui font des profits records. Que faites-vous? Mais dans les grandes entreprises, vous avez plusieurs types. Vous avez effectivement des profiteurs. Vous avez des entreprises du CAC 40 qui ont largement profité des différentes crises, qu'elles soient sanitaires ou économiques, et qui se sont gavées. Et effectivement, il y a de l'argent à aller chercher. Il y a d'autres entreprises, des grandes entreprises, qui créent des emplois en France, qui constituent une richesse pour notre pays, et dont les patrons ne sont pas des escrocs et ne sont pas des voyous. Est-ce qu'il faut les pénaliser? Non, il faut leur permettre justement de créer plus d'emplois. Comment vous faites le tri? Il faut leur permettre... Excusez-moi, mais c'est très clair sur les comportements. Vous avez des entreprises qui ont bénéficié de subventions d'État, d'aides d'État pendant le Covid, et qui ensuite en ont profité pour délocaliser. Ces entreprises doivent être pénalisées, sanctionnées très clairement. Mais vous avez l'essentiel aujourd'hui du tissu d'entreprises, du tissu économique, des petits patrons qui font la richesse de ce pays et qui ont besoin de moins de normes, de moins de contraintes et d'être soutenus, ce qui n'est pas le cas de la France insoumise. Madame Aubry. Alors, il y a un certain nombre de choses complètement erronées qui ont été dites. D'abord, si vous soutenez véritablement les petits patrons, je reviens à la question que vous avez éludée, qui est la question de lutte contre l'évasion fiscale. Si vous prenez, je ne sais pas, un tenant d'un bar au coin de la rue, lui n'a pas de filiale au Luxembourg, Starbucks si. Vous prenez le patron d'une librairie au coin de votre rue, ils n'ont pas de filiale dans les paradis fiscaux, alors qu'Amazon, oui. Donc vous voyez, le plan que nous proposons de lutte contre l'évasion fiscale, c'est d'abord un plan d'équité fiscale qui permet de rattraper ces inégalités entre, d'un côté, les grandes entreprises multinationales qui ont des filiales dans les paradis fiscaux et qui ne payent pas leur juste part d'impôts, et les petites entreprises. Et puis ensuite, la réalité, monsieur Odoul. Et je l'ai vu avec Jordan Bardella pendant la campagne des élections européennes. Je l'ai vu à l'audition du MEDEF faire littéralement la danse du ventre devant les grands patrons. Faire la danse du ventre en leur promettant les pleins pouvoirs. On n'a pas vu la même danse. En leur promettant les pleins pouvoirs et en leur disant concrètement, venez à mon bureau et nous exécuterons ce que vous demandez. Parce que la réalité, c'est que vous refusez de réguler les grandes entreprises. Quand il s'agit de voter sur la hausse du salaire minimum, vous votez contre. Quand il s'agit de voter des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, vous votez contre. Quand il s'agit de voter l'indexation des salaires sur l'inflation, vous votez contre. Quand il s'agit aussi de sortir du marché européen de l'énergie qui fait exploser les factures d'énergie. Vous dites n'importe quoi. Monsieur Odoul, des élections, ça sert aussi à rendre des comptes. Des élections, ça sert aussi à dire la vérité, Madame Aubry. À dire ce que vous avez fait. Et à dire la vérité. Alors justement, excusez-moi. Moi, je dites la vérité, s'il vous plaît. Au lieu de vous vautrer dans le mensonge. Des élections, ça sert aussi à du respect démocratique. Vous n'arrêtez pas de mentir. Monsieur Odoul, chacun pourra aller vérifier. Alors je sais bien qu'à des moments d'élection, c'est le moment où vous réveillez en disant « Ah, mais oui, c'est vrai, il y en a qui se sont gavés ». La réalité, monsieur Odoul, c'est que vous êtes le bras droit d'Emmanuel Macron quand il s'agit de faire des cadeaux aux plus grandes entreprises multinationales et aux plus riches dans notre pays. Une question simple et claire pour chacun d'entre vous, pour que les gens qui nous regardent comprennent. Si vous êtes élu, vos partis, est-ce que oui ou non, les impôts des Français vont augmenter? Est-ce qu'ils vont baisser? Est-ce que rien ne changera? C'est une question simple, je vous demande une réponse très claire à cette question, monsieur Odoul. Les impôts vont baisser. Pourquoi? Parce que nous allons faire... Pour tous les Français? Pour tous les Français, les impôts vont baisser, et particulièrement pour les classes moyennes et les plus modestes. Pourquoi? Parce que l'impôt aujourd'hui le plus injuste, l'impôt qui frappe au quotidien, c'est la TVA. C'est la TVA qui pénalise l'ouvrier qui va travailler tous les matins, qui prend sa voiture. La TVA, elle est sur les services, elle est sur les produits, elle est sur tout ce que l'on achète chaque jour. Elle est sur le gaz, elle est sur l'électricité. Rendez-vous compte que le 1er juillet, par la faute d'Emmanuel Macron, les ménages français vont prendre une augmentation de
plus de 12%. 12% sur la facture de gaz, alors qu'il y a eu 10% le 1er février dernier sur l'électricité, alors qu'il y avait 15% l'année dernière sur l'électricité. Tout ça fragilise nos concitoyens. Vous baissez les impôts pour tous les Français. Nous allons baisser les impôts, bien évidemment, et nous faisons des économies, énormément d'économies, parce que vous savez, la France est un pays riche, contrairement à ce qui est dit, un pays riche, mais dont les Français ne voient plus la richesse. Pourquoi ? Parce que cet argent va ailleurs, parce que cet argent est consacré à l'immigration, parce qu'il va aux contributions à l'Union européenne. Donc, question claire, réponse claire, vous baissez les impôts pour tous les Français, ce que vous me dites ce matin. Même question et même réponse claire, s'il vous plaît, Madame Aubry, est-ce que vous baissez, vous maintenez, vous augmentez les impôts ? Je baisse les impôts pour l'écrasante majorité des Français. Il y a plusieurs types d'impôts qui existent en France. L'impôt sur le revenu, par exemple, nous proposons de le rendre plus progressif et de le baisser pour 92% des Français, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois. Ils pourront se reconnaître ce matin. C'est l'écrasante majorité des Français. À l'inverse, nous augmenterons les impôts en rétablissant, par exemple, l'impôt de solidarité sur la fortune. Je rappelle que dans notre pays... À quel niveau ? Par exemple, quand on gagne combien par an, on paie l'impôt sur la fortune ? L'impôt sur la fortune, le seuil qui était fixé initialement tant en termes de capital qu'en termes de revenus, c'est 1 million par an. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent. On a les 500 plus grandes familles en France qui possèdent 45% des richesses dans notre pays. Il n'est pas normal d'avoir de telles inégalités. Si vous prenez un homme comme Bernard Arnault, s'il avait dépensé 8 000 € par jour depuis 1789, c'est évidemment un exemple théorique parce que Bernard Arnault a beaucoup de pouvoir, mais pas celui d'être immortel, on ne serait qu'à 1% de sa fortune. Donc vous voyez, le seuil des inégalités, il est colossal. Mais alors, il est temps de mettre de la redistribution puisqu'on est des concret, richesses. très concret, vous dites 1 million d'impôts, que ce soit... 1 million d'euros de capital ou de revenus. Ou de capital ou de revenus. Donc, je prends un exemple concret. Une dame qui a acheté une maison il y a 30 ans dans un quartier qui, à l'époque, ne valait pas grand-chose. Sa maison est payée, elle a pris de la valeur. Elle vaut 1 million, 1 million 200 000 €. Monsieur Bourcier, elle ne vaudra pas 1 million d'euros. Vous voyez ? Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça là ? Voilà le projet. 1 million d'euros. Mais vous défendez les millionnaires par mois. Contre la propriété privée. Moi, je défends les gens qui galèrent. Vous allez détruire la propriété privée et la propriété individuelle. Vous allez appauvrir les Français. Je vous rends la parole dans un instant. Pour finir de répondre à cette question, donc c'est 1 million de capital. Donc la maison remboursée qui vaut 1 million, on est sous le coup de l'impôt sur la fortune. Mais vous voyez, ça existe déjà dans le cadre de l'IFI. L'impôt sur la fortune a été transformé par Emmanuel Macron en impôt sur la fortune immobilière et le seuil est à 1,3 million d'euros pour être très précise, puisque j'ai fait pas mal de fiscalité. Mais la différence, c'est que aujourd'hui, ces gens-là sont déjà taxés. Par contre, ceux qui spéculent sur les marchés financiers ne le sont pas. Et c'est pas normal que ceux qui spéculent sur les marchés financiers ne soient pas taxés. Il est temps de mettre à contribution les plus riches pour baisser les impôts de ceux qui galèrent. Tous les deux de la même façon. Est-ce que cet IFI, vous le supprimez, vous le maintenez ? Cet impôt sur la fortune immobilière ? Non, mais nous souhaitons le supprimer. Mais je croyais que vous étiez pour l'ISF, on ne comprend plus rien. Mais vous dites n'importe quoi. Le projet de la France Insoumise, c'est détruire la propriété individuelle. Ces gens-là, comme disait Madame Aubry, avec beaucoup de dédain, avec beaucoup de mépris, ils ont cotisé et ils ont économisé toute leur vie pour s'acheter une petite maison. Ils vont être taxés à mort. Leurs épargnes vont être volées. Et pire, quand il y aura des squatteurs, parce que Madame Aubry, avec ses petits amis, veut abroger la loi anti-squatteur. C'est dans le programme du nouveau Front Populaire. Abroger la loi anti-squatteur, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de propriété privée, qui est un acquis de la Révolution française que vous allez détruire. Donc, Monsieur Odoul, est-ce que vous supprimez l'IFI pour l'inclure dans l'ISF ? On le transforme en ISF. Donc, on voit le vrai visage de Monsieur Odoul qui a commencé cette interview pour vous dire oui, nous sommes favorables à l'ISF. J'ai fait la démonstration qu'il avait voté contre son rétablissement à l'Assemblée nationale. Et vous voyez, quand vous lui posez la question, il dit qu'il est contre l'IFI et qu'il est contre sa transformation en impôt de solidarité sur la fortune. L'impôt de solidarité sur la fortune, Monsieur Odoul, comprend à la fois le capital financier et le capital immobilier. Vous voyez, le Rassemblement national est toujours en train de défendre les intérêts des plus grandes fortunes dans notre pays. Oui, et nos concitoyens. Et c'est ce que vous avez fait dans tous les questions. Excusez-moi, autre question qui est très importante pour celles et ceux qui nous regardent et qui est évidemment très liée au pouvoir d'achat, c'est la question du logement. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans, évidemment. Nous traversons a priori une crise du logement. Il y a des difficultés pour les Français à se loger. La filière est en difficulté. Il y a une menace, nous disait dans cette émission le patron de la Fédération française du bâtiment, de la destruction de 300 000 emplois dans les prochains mois qui viennent. Tant le marché est en tension et se retrouve en très grande difficulté. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour à la fois soutenir cette filiale et aider les Français à mieux se loger ? Aider les Français à mieux se loger, qui est une priorité, c'est déjà leur permettre d'accéder au logement social. Le logement social, il est financé, entretenu par l'argent des contribuables, par la communauté nationale. Aujourd'hui, il y a une surreprésentation des étrangers dans le parc social. C'est une injustice majeure. À l'heure où nous avons
près de 6 millions de chômeurs et plus de 10 millions de pauvres. Plus de 10 millions de pauvres. Oui, il y a des chiffres très, très clairs sur la surreprésentation des étrangers dans le logement social et le fait que nos concitoyens n'y accèdent plus. Vous savez, moi j'ai dans ma circonscription des familles qui attendent un logement social depuis des années et qui voient que d'autres familles passent avant elles. C'est une injustice majeure. Donc nous souhaitons réserver les logements sociaux à nos compatriotes, à tous les Français, c'est-à-dire la priorité nationale au logement. Encore une fois, vu la crise que nous vivons, nous ne pouvons plus héberger toute la misère du monde. Nous ne pouvons plus permettre à ce que le logement social, qui est, encore une fois, entretenu et financé par les Français, soit réservé à d'autres. Donc c'est une priorité du programme de Jordan Bardella. Comment relancer la filière ? On relance la filière, vous savez, déjà en relançant l'économie, en libérant cette économie qui a été mise en carcan par Emmanuel Macron, en baissant les charges, en baissant les taxes, en permettant que le coût de l'énergie, parce que l'énergie impacte aussi cette filière, que le coût de l'énergie soit beaucoup moins fort qu'il ne l'est actuellement. Madame Aubry, qu'est-ce que vous proposez sur le logement ? 2 éléments. D'abord sur le coût de l'énergie. Si le prix de l'énergie a explosé ces dernières années, c'est à cause du marché européen de l'énergie. Et la différence entre M. Odoul et nous, c'est que nous sommes pour la sortie de ces règles du marché européen de l'énergie, qui à terme vont même supprimer les tarifs réglementés, ils vont faire exploser le coût de l'énergie pour les Françaises et les Français, mais aussi dans le cadre de la construction. Vous voulez sortir du nucléaire. Sur la deuxième, de manière plus générale sur le logement, nous sommes pour la construction de nouveaux logements sociaux. Ce que fait le gouvernement à l'heure actuelle dans la transformation de la loi SRU, finalement, c'est d'augmenter le volume de logements dits intermédiaires pour diminuer la part de logements sociaux et de construction de logements sociaux. Aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avons pas assez de logements sociaux pour héberger tout le monde. Pour combien de personnes dans notre pays le logement représente 40, 50%, 60% des revenus ? Vous ne pouvez pas vivre dans ces conditions. C'est la responsabilité de l'État de construire des logements sociaux, de le rendre abordable pour les Françaises et les Français. Ce sera une de nos premières priorités. Ça veut dire mettre de l'argent pour ça ? Oui, ça veut dire mettre de l'argent public. Et pour tout le monde. Vous savez, c'est une priorité de ne pas avoir des gens qui vivent à la rue. Quand vous avez 300 000 sans-abri dans notre pays, quand gouvernement après gouvernement, d'ailleurs, quelles que soient les couleurs politiques, ils ont tous promis qu'il n'y aurait plus une personne qui vit dans la rue, et gouvernement après gouvernement, ces promesses ne sont pas tenues. Pour moi, ça m'est insupportable. Quand je vois des gens comme vous et moi, des hommes et des femmes qui se retrouvent à vivre sous la pluie, dans le froid, dans la chaleur, oui, ce n'est pas acceptable dans la 7e plus grande puissance économique. Il nous reste 2 minutes. Merci pour la façon courtoise dont vous vous écoutez ce matin. 1 minute chacun. Quelle sera la première mesure de pouvoir d'achat que vous mettrez en place dès votre arrivée si jamais les Français choisissent votre parti ? L'urgence sociale, c'est de baisser la TVA sur les produits énergétiques. Donc ça, c'est la première chose que c'est la première chose. C'était la proposition phare de Marine Le Pen en 2022, baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'électricité, le gaz, le fioul, l'essence et le diesel. En combien de temps ça se fait ? Ça se fait très rapidement, vous le savez, parce que la baisse de la TVA, vous avez des effets immédiats. Et l'effet, c'est 150 € à 200 € de pouvoir d'achat par mois supplémentaire à tous les ménages. C'est la mesure que nous mettrons en œuvre dès le début du gouvernement d'Union nationale de Jordan Bardella. Madame Aubry, qu'est-ce que vous ferez en premier pour le pouvoir d'achat des Français ? La hausse du salaire minimum à 1 600 € qu'on évoquait à l'instant et qui doit se poursuivre par une indexation des salaires sur l'inflation, c'est-à-dire que les salaires de toutes et tous, de tous ceux qui nous regardent, suivent l'augmentation des prix. Et on a vu que l'augmentation des prix a été colossale ces dernières années. Je le dis d'autant plus en tant que députée européenne. On parle souvent d'exemples européens, c'est le cas en Belgique, ça fonctionne très bien et ça permet de préserver le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Et je pense que ça doit être la priorité numéro 1 de cette campagne. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir organisé un débat sur ce sujet spécifique, parce que je pense que c'est le vrai sujet qui doit occuper nos préoccupations et nos propositions. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté d'échanger ce matin sur le plateau du 6-9 qui, jusqu'aux élections, vous accompagnera tous les matins. Nous n'allons faire que ça, décrypter les programmes pour essayer de vous aider à voter le plus en conscience possible sur cet enjeu historique.